Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Ce matin justement, j'ai pris la route sous un temps clément avec une douce brise d'automne. Mais à mon arrivée, bien sûr, il y avait ce soleil toujours au rendez-vous. Est-ce bien pour le climat? Est-ce bien pour les espèces? On verra ça avec un de nos invités qui viendra me rejoindre tout à l'heure. Lui qui est écologiste dans le sang et qui est universitaire, co-auteur d'un livre dédié aux plantes médicinales. Donc les plantes médicinales et leurs vertus et surtout celles qui évoluent et qui poussent chez nous en Algérie. On verra un petit peu celles qui sont menacées justement par les changements climatiques et les solutions préconisées dans cet ouvrage scientifique qui est signé donc justement Khaled Fodil et Monsieur Guémache également. Donc dans cette matinale, nous parlerons aussi de recherche de solutions, cette fois-ci du côté des ingénieurs de l'École nationale polytechnique, donc qui compte parmi justement ces éléments des adhérents à des clubs scientifiques et estudiantins parmi les plus dynamiques et qui participent justement à cette grande dynamique socio-économique par leurs idées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concours initié par le club estudiantin IEC, donc c'est l'ICC à sa 3e édition. Le détail avec l'étudiant Mehdi Khemouch qui viendra avec nous ce matin pour en parler. Et puis bien sûr, celle qui nous parle en général des plantes, c'est Meriem Moussaïd. Aujourd'hui, elle a choisi de mettre en relief une plante qu'on aime tous et qui a énormément de vertus, l'avocat en l'occurrence. N'oublions pas aussi le rendez-vous hebdomadaire de Aïda Meshri dans le coin psychologique. Et puis bien sûr, avec Jawdet Gessouma, nous aurons le plaisir de parler de cette journée internationale de l'écrivain africain. C'est demain, le 7 novembre, que sera célébrée cette journée à travers le continent. Et Jawdet Gessouma mettra en valeur les pointures de l'art africain dans sa rubrique. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Radia Boutiba, qui est formatrice dans différents domaines, mais qui s'intéresse particulièrement par le biais d'une formation initiée dans le but d'attirer l'attention aussi, de vulgariser des notions de sauvegarde d'informations personnelles dans différents domaines de la vie. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel de cette matinale. Ravi de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie. Passez d'agréables moments en notre compagnie jusqu'à 10h. Et on va commencer comme d'accoutumé, je sais on ne va pas déroger à la tradition, de vous offrir un point météo. Cette fois-ci, il est signé Amel Lahribi, elle est toute prête pour donner les détails des nouvelles du ciel. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et c'est parti pour Amel Show. C'est ce que vous auriez voulu. Exactement. C'est ce que vous auriez voulu, allez. Amel Show, chanson. tout de suite. Avant la chanson, on va voir d'abord les cartes. Ah bah oui. Bonjour S'il vous Nadia. plaît, Amel, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors bon réveil à tous. Eh bien pour aujourd'hui, c'est le soleil qui va prédominer sur une grande partie du pays. Eh bien la carte parle d'elle-même, excepté de la brume en ce début de matinée sur les côtes ouest et également vers l'intérieur est. Eh bien le temps restera plutôt dégagé, excepté quelques passages nuageux près des côtes est, mais sans conséquence bien sûr. Au sud, le soleil brillera de tous ses feux. Le mercure, quant à lui, affichera des températures hors saison. Le maximum 27 degrés du côté de Tlemcen, également Rolizane, 26 Oran Alger, 24 Tizi Ouzou à Naba, 20 degrés à Al-Bayr de Djelfa, 21 degrés à Batna, au sud 23 degrés à Biskra, 25 Tamanrasset et Gardaya, 26 à Janet, 27 degrés à Béchar, 29 à Drar Salah, 31 Tindouf Ingezam et enfin 32 le maximum du côté de Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui se montrera peu agitée sur les côtes centre, plutôt calme sur les côtes ouest, mais très agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km/h sur les côtes est de secteur ouest à nord-ouest, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre, et de secteur sud-ouest sur les côtes ouest. On va faire un petit voyage vers l'Asie cette fois-ci, avec un temps plutôt partiellement voilé, du côté de New Delhi avec 31 degrés, plutôt dégagé à Dhaka avec 31 degrés également, 28 à Colombo
Colombo, des pluies orageuses. Tokyo, 18 degrés sous un ciel dégagé. De la pluie prévue à Pékin, Hong Kong, Manille, avec 11 degrés du côté de Pékin, 24 à Hong Kong et enfin 32 degrés à Manille. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment C'est moi pour qui ce remercie. petit voyage jusqu'au Japon. On a été. Ouais. On a survolé le continent asiatique. Il fait bon là-bas. Hein. Par endroits, il y a de la pluie, il y a 30 degrés par oui, moment. c'est supportable. C'est même C'est des super pluies, pour oui. nager. Exactement, ouais. Il y a des pays où on ne descend pas de ces températures tout au long de l'année. Tout au long de l'année, C'est exactement. excellent. Comme l'Australie, par exemple. La Malaisie aussi. La Malaisie, oui. Certaines régions d'Inde, etc. Bon, bien sûr, il y a aussi ces pluies diluviennes qui peuvent être Malheureusement, dérangeantes. ouais, exactement. En tout cas, merci pour ces nouvelles du C'est moi ciel. qui Amel, remercie. je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. Bonne journée. Et puis une bonne journée à vous aussi. Et bien sûr, vous qui aimez la musique, Oui. tout de suite, on va découvrir la voix de Sofiane Mouhoun, interprétant un cover de deux chansons très connues, Somebody to Love and... bon, ben, on découvrira Somebody to ensemble. Love. Hein. On va découvrir It Was Green. It was Queen. It's difficult to pronounce. So, c'est parti avec Sofiane Mouhoun. Each morning I get up, I die a little. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. But you didn't mirror. I've spent all my years believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, anybody find me somebody to love. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I'll take home my heart, the one on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears roll down from my eyes. Lord, somebody, anybody find me somebody to love. He work hard every day. I try. Everybody wants to pull me down. Yeah. They say I'm going crazy. They say I have a lot of water in my brain. I got no common sense. I have nobody left to believe. Somebody, anybody find me somebody to love? Anybody find me somebody to love? Got no feel, I've got no rhythm. I just keep on losing my beat. I'm okay, I'm alright. I ain't gonna face none of fear. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Me somebody to love, find me somebody to love, find
me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Somebody, 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 somebody find me. Somebody find me. Somebody find me. Somebody to love. Anybody find me. Somebody to It was Queen, Somebody to Love, interprété par Sofiane Mouhoun, homme orchestre, je dirais. C'est une très belle reprise, vous avez vu. Magnifique. Oui, c'est ce que permet la technologie et les musiciens vraiment ont découvert ça pendant la pandémie, qu'on pouvait faire ce type de mix en étant chez soi. Enregistrer plusieurs voix, sa voix, même multiplier sa voix comme il l'a fait, c'est magnifique. En tout cas, c'est très intéressant. Ravie de vous retrouver, Aïda. Ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Assez dur, mais voilà. Ah, d'accord. Rebelote, est-ce que le week-end a amorti ou bien avec la reprise des classes, est-ce que les enfants ont pris beaucoup de temps? C'est pas évident. C'est pour ça qu'on a choisi un peu la thématique d'aujourd'hui. C'est un peu comment non seulement faire la reprise, mais aussi se projeter dans ce rythme très anxieux des examens et comment réviser, courir un peu, rattraper. C'est du vécu avec vous aujourd'hui. Absolument. C'est pour ça qu'on choisit des thématiques qui nous touchent de près. Et je remercie l'équipe de la rédaction qui font très attention pour qu'on puisse accompagner les familles, les enfants, le vécu de ces mamans et de ces parents autour de quelque chose qui peut être utile, qui peut réparer, qui peut nous offrir de nouvelles méthodes. Et puis voilà, on réfléchit à haute voix. Oui, ensemble. Réfléchissons donc ensemble à haute voix, Aïda, et parlons un petit peu de cette période de répit dont ont bénéficié les enfants, les collégiens, les écoliers et les lycéens. Donc là, c'est vraiment l'heure de la reprise aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ce sont les examens qui les attendent. Ouais. Que dit la psychologue par rapport à cela? Rapidement, il faut garder un rythme. Rapidement, vous savez... dans tout ce qui est projet, quand on travaille avec le cerveau, quand on travaille dans la réflexion, l'apprentissage, quand on est là, il y a quelque chose comme ça qui nous habite dans le contexte lui-même. Oui. Des choses que peut-être les artistes le connaissent très bien. C'est un artiste avant de commencer son tableau ou un metteur en scène avant de vraiment commencer à écrire, à préparer son projet. Il y a un temps mort où là, on commence à tourner autour de l'idée. On ramasse un tout petit peu. On ne sait pas par quel point, comment commencer, quelles sont les parties les plus utiles, comment vraiment trouver les portes d'entrée pour pouvoir vraiment mettre en œuvre, construire quelque chose. C'est exactement comme la cuisine. Une simple maman, avant de cuisiner, elle a besoin d'ingrédients, des plats, ce qu'elle va préparer. Ce temps mort, moi, je l'appelle temps mort, mais en réalité, c'est la bonne construction qui vient chez l'élève, chez les parents, chez l'enseignant, chez toute personne qui va se lancer dans le projet. Elle est très utile.
Sauf que des fois, elle prend un peu plus de temps. Et ça fait tourner l'élève autour d'un vécu, là où c'est un peu... On a quoi l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils n'ont pas trouvé leur repère, qu'ils, au lieu de travailler directement sur un rythme, et puis voilà, commencer vraiment à travailler dans les 1, 2, 3, comment ils peuvent vraiment réviser. Ils sont plutôt dans la construction du contexte. Donc voilà, ils ont besoin d'un petit sandwich, et puis voilà, ils reviennent, et puis un petit conflit avec la fratrie, et puis ça revient à la case départ, et puis ils n'ont pas la force de pouvoir vraiment retenir, une force mentale pour pouvoir retenir, travailler. Je crois qu'il faut être patient et puis prendre en considération ce temps qui est très utile pour permettre à l'enfant justement de s'adapter et puis de se retrouver dedans. Les parents, rapidement, ils sont un peu plus anxieux et puis ça clash rapidement. Comme tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, ou il culpabilise un peu l'enfant, tu n'as pas la capacité, tu ne sais pas faire. Cette air toxique qui peut vraiment nuire et tout détruire, je crois que c'est le moment pour pouvoir vraiment travailler, préparer l'enfant. Le préparer, ça veut dire l'accompagner aussi. Un enfant, ce n'est pas comme une feuille. Quand on tourne la page, voilà, on a tout ce qu'on veut comme on veut. Non, mais plutôt, c'est travailler sur ses propres compétences et puis l'inviter à vivre. Un enfant, il prend du temps pour pouvoir vraiment adopter, prendre les stylos, rentrer dedans et puis commencer à travailler. C'est exactement la même image de quelqu'un qui peut utiliser son mental pour créer quelque chose. Et je crois que c'est là où il faut faire vraiment très, très, très attention. Le deuxième détail... À quel moment peut-on intervenir? À quel moment doit-on lâcher prise et laisser l'enfant faire? Quel est ce dosage que vous préconisez? Le dosage, aux parents? On a le cadre qu'il faut. Généralement, les parents, vous savez, les enfants collent un peu à leurs parents. Hein. Je révise quand tu es là, ou là j'attends que maman rentre du travail, qu'elle puisse m'aider pour vraiment voir comment je peux. Et puis on oublie que c'est dans l'autonomie qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants de travailler seuls. C'est leur projet, c'est leur énergie, c'est leur manière de faire. Comment on fait? On leur permet comme ça, on les pousse à ce qu'ils puissent construire les choses avec leur propre énergie, avec leur pensée. S'il a un planning ou matière, on peut vraiment choisir les cahiers, choisir les cours, les exercices, prendre le modèle d'un sujet pour les pousser vraiment à travailler. Ça veut dire qu'on a tout fait. Mais lui permettre de retrouver ses cahiers, d'ouvrir, de rentrer dedans et puis de vivre ce moment, c'est un moment précieux pour eux. Ça veut dire qu'ils vont essayer de construire. Ce qu'on oublie, c'est que ces enfants, ils ont besoin de leur propre espace. Ce n'est pas au salon, ce n'est pas face à la télé, ce n'est pas avec le petit frère qui est dans le jeu, ce n'est pas avec les parents dans le grand lit, ce n'est pas au moment du sommeil, parce que c'est quand d'abord c'est la position, quand on se met comme ça dans des positions là où on peut se faire du mal, mais aussi on chevauche l'espace de repos et de sommeil avec l'espace d'énergie du travail. Donc il faut vraiment cadrer, leur permettre de construire le contexte. Et c'est pour ça qu'on est là, adultes, pour leur permettre de construire le cadre d'abord. Mais si l'enfant, il arrive à vivre son espace, à construire les outils, à avoir le modèle pour pouvoir construire, s'il assimile tout ça, moi je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir pour le pousser à vraiment rentrer dedans. Et soit on le félicite, soit on l'accompagne, soit on l'aide quand ça marche pas. Il y a des matières où c'est un peu plus compliqué pour lui. Il y en a ceux qui sont excellents dans les maths. Peut-être qu'on peut aussi l'aider à élaborer son planning de la semaine. Absolument. Et intervenir sporadiquement, pas tout le temps. Donc, voilà. Ouais. Donc c'est être là présent pour lui permettre d'apprendre et comment le pousser. C'est comme parce qu'il y a un nombre de matières à préparer, donc peut-être que l'aider à organiser ça sur la semaine, c'est bien. L'organiser par rapport à la matière, là où il est excellent, qu'il a besoin juste de revoir et d'apprendre. D'autres où c'est compliqué, il ne comprend pas, il a besoin d'être soutenu, de travailler l'information un peu plus, de creuser dans la profondeur. Vous savez, si on schématise un tout petit peu à quel moment, c'est comme le vélo. C'est mon fils commence à apprendre à pédaler un peu seul et puis
il faut qu'on tienne un peu le vélo pour qu'il puisse tenir l'équilibre. Mais à certains moments, on ne sait pas comment on comprend que c'est à ce moment-là qu'il faut lâcher prise parce qu'il arrive à comprendre et il a aussi cette force et puis cette psychologie pour pouvoir conduire seul. Les études, c'est la même chose. Il y a un moment là où il faut le soutenir, il faut le guider, il faut construire avec lui, mais il y a un moment où il faut reculer et c'est là où les parents doivent faire ce mouvement de recul pour permettre à leurs enfants de voler avec leurs propres ailes. Et puis on dit, dans la réussite ou dans l'échec, c'est pas mal. Ou ce n'est pas, il faut chercher que la réussite et... Oui. Justement, quelles sont les conséquences d'une dépendance aux parents? Donc, il y a des enfants qui sont vraiment collés aux parents, ils révisent, ils ont besoin de ce regard, ils ont besoin de cet appui. Oui. Et quel est le danger par rapport à la suite, à leur avenir? Le danger, vous savez, ce que les parents nous transmettent, ce que les enfants nous transmettent, c'est une anxiété, c'est une angoisse. Avant, on ne voyait pas l'angoisse chez les enfants. Ils savaient jouer, ils étaient dedans dans les cours, et puis même s'ils ne répondaient pas, ça ne pouvait pas nuire à la dynamique totale de la classe. Il y avait une joie comme ça dans l'échange. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a quelque chose comme ça dans le regard des parents, là où c'est une anxiété parce qu'il a eu un 15 sur 20, il n'a pas eu un 16, il n'a pas eu 18, il n'a pas eu un 19,5, il n'a pas eu un 20 sur 20, malgré qu'ils ont travaillé, parce que c'est comme si que, voilà, je t'offre, je travaille avec toi à condition que tu me rends un peu la bonne note 10 sur 10 pour que je puisse vraiment comprendre que ce que j'ai donné, c'est pas rien du tout, j'ai donné de l'effort, de la présence. Et cette formule de don et de reçu entre l'élève et l'enfant et ses parents, l'élève et son enseignant aussi. Il y a des enseignants qui sont très très à cheval, ils sont vraiment rigoureux. Cet échange, si on le garde comme ça, si on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on a de retour? C'est une déprime, c'est un échec, c'est un sentiment qu'on ne peut pas réussir, c'est un regard qui est très anxieux. L'anxiété, c'est un moment où ça peut nous suivre longtemps dans la vie. Justement, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que si on apprend quelque chose, si moi et toi on apprend à organiser un sujet, de glisser comme ça et de construire, sache bien qu'on a quelque part dans notre mental cette force de pouvoir vraiment saisir l'anxiété, stress pour pouvoir se lancer, mais aussi la sérénité et la sagesse pour qu'on puisse vraiment travailler. C'est ça la vie, c'est apprendre à conduire, apprendre à tisser les liens avec d'autres. C'est l'école, c'est calculer, c'est écrire, c'est de la poésie. Si dans la relation de l'apprentissage, il n'y a pas ce plaisir, il y a quoi? Il y a une anxiété. Dès qu'on commence à travailler quelque chose, on a quelque chose qui ferme en parallèle. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à étudier avec plaisir. On n'est pas dans la force. Et je crois que si on discute un peu avec les élèves, rapidement on peut détecter ceux qui sont épanouis, avec épaules larges, tête haute, verbe très très fort pour pouvoir dire les choses, même s'ils se trompent. Même s'ils sont dans l'erreur, c'est cette force mentale qui les habite. Il y en a d'autres qui hésitent même s'ils ont la bonne réponse, mais ils sont très anxieux, timides, ils ont peur de l'échec. En fait. Voilà. Je crois qu'il faut travailler justement les examens. C'est une belle expérience pour leur permettre justement de rebondir, de comprendre, de construire un tout petit peu un nouveau contexte. Qui dit examen, on ne parle pas bien sûr de quelque chose de très souple. Voilà, là où ça dérange personne et tout est calme, clean, voilà, que les choses se passent. Non, un examen, ça demande à ramasser les informations, à se libérer de tout ce qu'on a comme outils, voilà, et puis de se lancer avec force dans ce qu'on sait faire. Ça, c'est de l'anxiété. Et puis, si on est là, c'est pour apprendre à nos enfants de gérer cette anxiété. Et c'est pour ça qu'on parle du bon côté du stress qui peut nous donner cette force pour qu'on puisse écrire, se lancer, construire, chanter, parler. Et puis c'est la force qui nourrit un peu nos enfants, adolescents, je dirais même les universitaires. Parce que voilà, toute formation, elle vient nous apprendre dans la vie, chaque cycle de vie, nous invite à perfectionner un tout petit peu mieux. Même si on est chef d'entreprise, vous savez, on perfectionne dans les communications, dans le travail avec l'autre, dans le récit, dans le verbe, l'information. Et ça, c'est un apprentissage. Et quand on a pris des bases en étant enfant ou adolescent, on continue toute la vie. Tout à fait. Excellent.
Si c'est l'inverse, je crois que c'est le moment de réparer. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour permettre à ses parents de réparer. Avoir un cadre stable, calme, un cadre là où on peut se baser sur les compétences, valoriser, banaliser un tout petit peu tout ce qui est anxieux, les difficultés, permettre à l'enfant de rebondir et de travailler. C'est ça notre force. Libérer ses énergies, ne pas l'étouffer, effectivement. C'est Absolument. ce qu'on a retenu ce matin. Tout à fait. Merci beaucoup, Aïda. Merci à vous. Merci infiniment pour ces conseils psychologiques, donc adressés aux parents, aux enfants aussi qui nous écoutent et qui ont justement cette capacité d'assimiler. En tout cas, la plupart d'entre eux ont repris les bancs de l'école aujourd'hui. On leur souhaite bon courage pour les examens et bon courage au quotidien aussi. Merci. Merci à vous. Et bon courage à vos enfants. Merci, Aïcha. Bonne petite maman. Aïda Mechri, c'était là dans le coin psychologie. Et merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Dans un moment, on va aussi transmettre la parole ou donner la parole à d'autres collègues qui vont suivre, notamment Jawdet Gessouma, qui va nous parler de cette journée internationale de l'écrivain africain. Mais avant, on essaye de planter un petit peu le décor, on va parler d'art, mais autrement, à travers ce portrait qui met en relief un savoir-faire africain, et c'est signé Samira Hadjamar. Coup de cœur pour Jamila Maïga, une créatrice de mode, mais pas n'importe laquelle, avec du wax, tissu africain, l'origine indonésien, exporté par des Hollandais au 19e siècle. Qu'importe l'origine, l'essentiel est dans le motif géométrique, la couleur vive et la touche ethnique. Une touche qui s'installe dans nos penderies. On adore, surtout quand c'est combiné à la noblesse d'une cause. Ça, c'est des coussins en fait de confort pour les femmes justement qui ont le cancer. Tu sais, quand je crois que c'est celle auquel on a fait une ablation du sang, ça les réconforte. Je crois que c'est pour dormir en fait, parce qu'elles ont des douleurs, donc ça les soulage en fait. J'ai pris le tuto en fait sur internet et j'ai commencé à le faire. Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Jamila Maïga œuvre à sa façon à partager le patrimoine. L'Afrique est à l'honneur. Dans mon travail, en fait, j'utilise un tissu qu'on appelle le wax. Donc, vous avez le wax en fait qui est utilisé. J'aime bien l'utiliser en fait dans une tenue complète, par exemple là. Et j'aime bien aussi faire un mélange en fait de tissus, de couleurs. Donc là, je vais sur l'uni. Par exemple, là, j'avais fait une collection où j'allais sur l'uni en haut et je mettais du wax en bas pour atténuer pour celles qui ne pouvaient pas porter la tenue complète. Après, vous avez le wax. Vous avez aussi différents types de wax. Vous avez du wax, voilà. Vous avez du tissu malien. Vous avez du tissu malien qu'on appelle le comatex. Donc ça, c'est un coton malien, des motifs en fait maliens, inspirés en fait de ce qu'on appelle le bogolan. Le bogolan, c'est le tissage malien, 100% malien. Donc là, vraiment, c'est un coton fait de manière artisanale, voilà. De l'énergie de la création, de l'emblématique Afrique et de l'Afrique subsaharienne, Jamila Maïga nous fait voyager grâce à ses créations dans nos racines profondes. Il y a des modèles, ce sont des clientes qui nous les ont inspirés. Jamila, je préfère plus... si tu allais dans ce sens-là, ce serait mieux que si tu allais dans un autre sens. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai évolué. Ce que j'aime en fait dans mon travail, c'est le fait d'avoir pu construire en fait des modèles qui plaisent aux Algériennes, parce que justement c'est au fur et à mesure en fait des rectificatifs, des changements de ce qu'elles aiment et de ce que je fais, que voilà, on est arrivé à certains résultats qui ont marché d'ailleurs. Ça c'est malien. Ça c'est malien. Donc ça c'est un tissu malien. Donc, du coup voilà. Ils sont beaux. Voilà. On disait, moi et Jawdet Gessouma qui vient de nous rejoindre, que ces tissus sont très attractifs. Ils sont très attractifs, ils sont beaux, ils sont chatoyants. Les couleurs et les mix de couleurs sont incroyables. Voilà, et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a aussi une quête de modernité, donc c'est rigolo. Donc vous avez des grains de café de temps en temps,
un portable. Vraiment, ils n'hésitent devant rien pour être originaux et tout. C'est vraiment très intéressant. Et moi, je pensais que c'était conçu, que cet tissu, le wax, c'était conçu en Afrique. Et finalement, ça vient d'Asie. Ça vient d'Asie. Ça vient d'Asie, Même si vous allez à Minera ou à Tamanrasset ou à Janet et tout, vous verrez que le tissu, vous trouvez que c'est Pakistan, Malaisie, Indonésie, souvent ces choses-là. Et le wax, l'origine vient de pays nordiques. D'accord, carrément. Notre ami Yazid aurait confirmé. En tout cas, on va abandonner le monde des couleurs. Mais on reste en Afrique quand même. Certainement, mais on va rejoindre l'univers des lettres et des belles lettres tout de suite après ceci. Voilà, les bonnes feuilles. Adoré. Enfin, mon jingle, j'adore. Voilà. C'est bien. Que nous disent les bonnes feuilles? Je crois qu'on reste en Afrique. Les bonnes feuilles nous amènent d'abord à Sharjah pour la 41e foire internationale du livre qui se passe depuis mardi dernier et qui va se dérouler jusqu'au 12 novembre prochain. Donc avec 2200 maisons d'édition, pas moins que ça, 150 penseurs qui écrivent arabe de 15 pays, 1500 conférences données, 915 maisons d'édition étrangères et 1,5 million de livres présentés. Donc un hommage, le pays d'honneur ce sera l'Italie, enfin c'est l'Italie et avec un hommage particulier à Mahmoud Darwish avec une superbe présence de la fondation Mahmoud Darwish. Donc là, voilà, dans cette occasion, il y aura 30 recueils qui seront produits, des choses qui seront vraiment une très belle, c'est la 41e édition. C'est une très belle rencontre qui va justement, comment dire, en continuité avec cet esprit de Souk Raouka à l'époque de la donc, et des Émirats arabes. Donc il y a des nouvelles, c'est la 41e édition, il y a des capitales comme ça, de la littérature, de la rencontre, du débat et tout, qui sont très et Sharika en fait partie, effectivement. Voilà. Le continent africain n'est pas en reste. Donc, il célèbre demain cette journée africaine, journée internationale de l'écrivain africain. Donc l'écrivain africain, très important, c'est demain, oui, donc le 7 novembre, pour bien confirmer que nous sommes en direct. Oui, nous sommes le 6. Et en exclusivité sur Canal Algérie. Et on fait un coucou à Yazid avec Maïs qui nous regarde ce matin, parce que sa chaîne il vide, ça nous fait bizarre ce matin. Et sa pertinence nous montre. Tout à fait. Bien, donc oui, la littérature africaine, c'est quelque chose, hein, c'est pas... Oui, c'est vrai, c'est un lourd héritage. Voilà, et ce n'est pas juste la représentation misérabiliste et problématique faite par les non-africains, justement, qui la définissent comme étant misérabiliste, comme étant ne traitant que de guerre, de génocide, de problèmes ethniques, tout ça. C'est la littérature africaine, c'est un imaginaire, c'est un savoir parler de soi, c'est le fameux arbre à dire, le fameux arbre à palabres, dans lesquels il y a de la discussion. C'est probablement 250 centres de savoir qui existaient à Tombouctou il y a quelques siècles déjà. Oui. C'est les 3300 lieux. Même si il fut une époque où c'était nécessaire de dénoncer tous ces maux dont a souffert le continent africain et qu'il fallait quand même exulter, notamment par le père de la négritude, donc Léopold Sédar Senghor par exemple, pour le Sénégal. Sédar Senghor, c'était nécessaire qui est une institution où justement il revient sur ce côté d'assumer justement sa négritude. D'ailleurs, souvent aussi on a les Aimé Césaire qui n'est pas africain entre guillemets, qui est des îles, mais justement, il traduit cette africanité dans ses œuvres. Maryse Condé est guadeloupéenne, mais elle traduit bien cet esprit africain. Denis Laferrière est haïtien, mais il traduit bien
cette africanité, cette africanitude. On va donner écho à la négritude. Il fallait une voix, en tout cas. Et oui, à un moment donné, il faut que nous sommes redéfinis. Oui. Justement, donc, parlons de ça, lire l'Afrique, une anthologie de la littérature africaine par Amin Abqat, qui est professeur de littérature comparée à l'université de Blida, travaille beaucoup sur la littérature africaine depuis près de 30 ans. Donc, elle nous a fait justement une anthologie où justement elle résume justement ces auteurs qui ont été les fondateurs, comme Aimé Césaire, Mongo Betty, Cheikh Hamidou Kane, Ahmadou Kourouma. Tout ça, c'est des institutions, justement. Ahmadou Hampâté-Bâ qui dit qu'une bibliothèque, un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et toutes ces choses-là, donc, c'est les fondateurs. Ensuite, donc, on va vers la nouvelle. Là, Petit Baudiel, c'est Ahmadou Hampâté-Bâ qui avait résumé tout un ensemble de contes où il y a une redéfinition de l'africanité à travers un immense imaginaire, une immense cosmogonie, parce que les ethnies ne sont pas juste là pour se battre ou se tuer entre elles. Elles sont là et elles se complètent. Dans cette africanité, il y a un esprit africain, une sagesse, voilà, et un imaginaire, mais d'une fécondité terrible. Et donc, avec toute la cosmogonie qui va avec, toute la relation tellurique avec cette terre nourricière, cette terre féconde, émettrice de vie, émettrice d'esthétique. Ce n'est la tradition, les ethnies différentes qui une fois, les Peuls, les Malinké, les Dogons, c'est toutes les Bambara, toutes ces ethnies qui se complètent en réalité. On peut trouver dans un pays plusieurs ethnies, et quand je dis plusieurs, c'est vraiment c'est près de centaines d'ethnies dans le même pays, avec une langue, avec des choses différentes, des dialectes, des traditions. Et tout ça, c'est ça la littérature africaine. C'est un magma d'une vie terrible, d'une vie formidable. C'est un limon, c'est nourri par ce fleuve justement qu'est la littérature. Là, on a Bernard Manier qui est directeur et conseiller littéraire chez Axe-Sud, qui a aussi produit une anthologie. Ça, c'est donc Boniface Mongo. De ralentir avec les photos. Boniface Mongo Mboussa, qui a travaillé avec Madame Amina Abqat et qui travaille beaucoup. Il est directeur de rédaction à Africulture, donc un site très important. Donc nous avions vu juste avant Bernard Manier qui avait créé une anthologie de la littérature africaine sur un livre qui est libre de droit, donc il est numérique, et qui parle justement comme Amina Abqat, c'est un écho au livre d'Amina Abqat qui nous parle. Ça a été très important. Il est français. Et donc il travaille beaucoup sur Africulture, sur toutes les éditions justement qui parlent d'Afrique. Et donc il a créé cette anthologie qui fait écho justement à celle de Lire l'Afrique, où il parle des écrivains qui ont commencé dès les années 30 à écrire l'Afrique. Oui. Donc voilà, donc c'est intrigué par la un photo, travail. Hein, pardon d'interrompre le fil de vos idées. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il écoute? Il est à l'écoute de quelque chose, un instrument très long là. Oui, je pense que c'est une Corée, donc avec beaucoup de quarts de ton plutôt. Okay. Donc une finesse. C'est un instrument qui possède 21 cordes, donc je peux vous assurer que vous assurez toutes les notes. Pas dangereux pour l'oreille? D'accord. Non, parce que de notes très cristallines et d'autres très... D'où je pense son intérêt à cette écoute, voilà. Très bien. Ça vous explique. Passons les between brackets. Voilà, on continue. Et puis il y a aussi, en écho à tout ça, justement, ceux qui viennent après, vous avez par exemple les éditions Apic, pour qui j'ai vraiment beaucoup d'affection, parce qu'ils parlent de Sami Tchek, ils parlent de Tierno Monemambo, ils parlent de tout,
Calixte Béala qui est venu. Et donc avec une nouvelle approche littéraire, l'Afrique vue par les Africains, les écrivains africains, mais en dehors justement de cette affaire. On a beaucoup de gens qui sont donc libérés de toute cette notion, comme je le dis souvent, ils sont libérés de cette notion de juste d'identité, de répondre aux clichés, de répondre aux stéréotypes. Là, on a vraiment des choses... Dans l'air du temps. Voilà, ça c'est Panorama des littératures francophones d'Afrique, c'est Bernard Magny qui l'avait produit et qui est très intéressant. Ce livre étant libre, est libre de droit et il est numérique. Là, je crois qu'ils sont en train de faire une version papier et donc il est accessible à tout le monde. Et très intéressant parce qu'il arrive, c'est très difficile, la littérature africaine est très difficile à trouver. Donc, à part les grands standards qu'on connaît, ils sont en général présents au Salon du Livre d'Alger aussi là? Oui, il y a tout simplement l'espace PANAF, justement, qui a été géré au début par les animateurs des éditions APIC, et puis après, qui sont gérés par Amina Zabkat d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'éditeurs africains. J'ai eu l'honneur de les accompagner dans quelques conférences. J'ai modéré quelques travaux avec les éditeurs, on a beaucoup parlé d'édition africaine, tout ça, d'échanges et tout. Il y a une dynamique, mais avec évidemment tous les problèmes de l'édition et tout qui sont partagés quand même par beaucoup de pays en Afrique. Donc on a Ahmed Kourouma qui est une institution. Oui, donc là il y a eu un ordre si vous voulez. Donc on a commencé par Amina Bekat et M. Bongo Moussa. Sur justement toute cette ontologie de littérature africaine, sur les fondateurs en général qui ont commencé dans les années 30, ensuite avec M. Bernard Magny qui a fait aussi un panorama sur la littérature africaine francophone, et puis avec les éditions APIC qui produisent beaucoup de choses et qui travaillent, qui ont obtenu d'ailleurs beaucoup de prix et qui parlent de cette littérature. Là, on a toujours un autre livre de Kourouma. Oui, voilà, Alain Mabonkou qui est une star internationale et qui est très pertinent, très ancré dans son origine africaine, qui vraiment, là, il est quasiment au Collège de France, donc il est une institution, donc on a eu la chance de l'avoir aussi, lui, Tierno Monemembo, en Algérie, où ils viennent souvent aussi. Le monde est mon langage. Le monde est mon langage. Puissant, hein. Voilà. Après, on a la version un peu plus moderne, un peu plus glamour de l'écrivaine africaine qui s'est diluée, qui s'est dans la société occidentale, donc Calixte Béala qui vous parle un peu de choses assez sensuelles, qui parle de bonne cuisine, de l'art de garder un mari et tout. Mais ne vous trompez pas, le fait qu'elle soit un peu glamour et qu'elle soit intégrée dans ce glamour du people ne veut pas dire qu'elle met en retrait toute la problématique de la femme africaine qui est aussi vraiment un corpus en soi. Et donc vous avez la tradition racontée d'une manière esthétique, artistique, littéraire de haut niveau. Vous avez un sens de la langue qui est excellent. La littérature africaine a réussi à transcender, à transmettre et à passer du griot, du chanteur, du poète, vers à la poésie orale, tout ça, vers l'écrit. Et c'est très important, très intéressant à découvrir. Qui reflète un petit peu cette qui reflète toute la palette, toute la mosaïque de ce qu'est l'Afrique. Et en plus, les pays sont différents, les traditions sont différentes, les ethnies sont différentes, la manière de voir le monde. Ouais, c'est l'homme qui m'offrait le ciel. Donc oui, l'homme qui m'offrait le ciel, on regarde un peu sur son visage, c'est un peu, si on voit avec les cheveux, c'est un peu l'Afrique. On voit bien, donc ce n'est pas gratuit, le photographe a bien travaillé. Et donc l'homme qui m'offrait le ciel, c'est un peu son rapport avec un homme célèbre des médias, et donc ça a créé toute une histoire.
Là, c'est Karim Chir des éditions APIC qui sont vraiment dans leur collection Résonance et tout ça, vraiment dans cette africanité, dans le plus pur sens de la créativité, de la littérature. Donc à découvrir à tout prix. Donc voilà, aux éditions APIC, aux éditions Dutel, par exemple, pour ce qui est de c'est bien de savoir qu'il y a des éditeurs algériens comme ça qui travaillent énormément. Oui. Ben, vous avez même qui donne de la visibilité à tous ces auteurs. Qui travaille avec les éditions Actes Sud. Donc il y a vraiment des passerelles très intéressantes. Maintenant, il reste à développer ces passerelles avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays, le Ghana, la Guinée, tous ces pays, le Sénégal d'ailleurs, avec qui on a aujourd'hui d'excellents rapports. Donc voilà, donc c'est très important aussi de travailler sur la coédition et c'est très possible aujourd'hui de le faire. Voilà. Oui. Très bien. Voilà. Là, vraiment, on a une série d'ouvrages. Oui, Marie Scandé, bien sûr. Marie Scandé, ses goûts. Pourraient avoir comme ça des repères pour aller essayer de découvrir ces auteurs. Voilà, toutes ces choses, tous ces écrivains sont vraiment un corpus important. Justement, il parle de ça. C'est une de mes peintures. Je vous ai. Elle est belle. S'il y a quelqu'un qui veut la mettre comme couverture, voilà. Donc, ça aurait été bien pour un événement panafricain, effectivement. C'était mon petit cadeau au téléspectateur. Pour illustrer, elle est vraiment belle et j'aimerais qu'on la revoie. Parce que très ancrée dans l'africanité, justement. Oui. Et donc voilà. Donc, vous êtes africain, hein, ne l'oubliez pas. Évidemment. Donc voilà. Donc toutes ces choses-là sont intéressantes à découvrir et à percevoir d'une manière responsable, quoi. Ce n'est pas juste le cliché. Absolument. Voilà. Merci infiniment pour ce beau voyage africain aujourd'hui. Donc, c'était à l'occasion de cette journée internationale de l'écrivain africain. C'est demain que dans le monde, à travers différents pays, pas seulement africains, donc à travers le monde, on célèbre cette journée, on met en relief ces pointures de l'écriture et de la littérature africaine, à l'instar de l'Algérie qui vraiment participe à cet élan. Et bien sûr, voilà, j'espère que Yezid est en train de parler de nous là. J'espère que Diodet Guessouma ici présent nous fera découvrir une des plumes qu'on vient justement de voir à l'antenne. Merci infiniment, Diodet. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et pour de la littérature, on va parler de plantes cette fois-ci. Et pour ceux qui aiment justement les plantes et qui souhaiteraient avoir comme ça une astuce pour en avoir de plus en plus chez soi, Mariam Moussaïd s'est déplacée, s'est rendue dans un lieu où l'on fait le troc des plantes. Elle vous en dira peut-être un mot tout à l'heure en fin de reportage. Mais avant, découvrons cette belle rencontre. Une effervescence particulière règne à l'école d'horticulture du jardin d'essai d'El Hamma. C'est la 9e édition de Troc Plantes qui a attiré de nombreux amoureux des végétaux en tout genre. Les plantes m'ont toujours intéressée et puis je faisais des petites boutures étant toujours très très jeune. Nous avions un jardin avec beaucoup de fleurs et c'est comme ça que cette passion a continué et perpétué. Maintenant je n'ai qu'un petit balcon, ce qui me permet de temps en temps jardiner. Voilà. Et donc ce genre d'événement, qu'est-ce que ça vous apporte? Oh beaucoup. Le dernier événement auquel j'ai assisté, c'était juste avant le Covid en 2019 et ça s'était passé à Riyad El Feth. Et on m'a donné une bouture d'Oya que j'ai plantée. C'est vrai qu'elle a mis du temps à fleurir, mais cet été, elle m'a ravie. Elle m'a donné des fleurs magnifiques avec une senteur franchement à envier tous les parfumeurs de la ville de Grasse. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez retransmis J'ai donné des boutures, j'ai offert des boutures de fleurs d'Oya. On m'a redonné également, on a fait des échanges, un troc, voilà, très sympathique. Je suis de Fniyat El Had. Bon, j'assiste à la séance pour la 8e fois, la 9e édition. Une rencontre d'échange de plantes, de graines, des boutures et avant tout cela, des relations humaines. Donc ma passion pour les plantes, surtout les plantes ornementales et médicinales. Moi j'étais d'abord un professeur de lycée, j'ai eu une maladie rare, neurologique,
Donc la maladie, ça m'a permis de rencontrer les plantes. Ils étaient mon refuge. Maintenant, je m'intéresse aussi beaucoup aux plantes médicinales. Je n'ai pas de sol, je n'ai pas de terre malheureusement, mais j'utilise ma terrasse chez moi. J'ai une petite serre, j'ai beaucoup de plantes. Je m'intéresse aussi aux fruits exotiques. J'ai des fruits par exemple les baies de goji, les tomates cerises, les tomates poires que j'ai essayé. On me ramène de l'étranger des graines et j'essaye. J'aime la nature, j'aime beaucoup le vert et j'espère avoir un sol ou la haja pour réaliser mes projets. Échange de plantes, de boutures, de graines, tout y est pour le grand bonheur de ces passionnés qui sont même venus de l'autre bout du pays. L'événement d'aujourd'hui, c'est plantes jardinage Algérie, membre depuis, alors je ne me rappelle plus, depuis 2016 peut-être. Oui, voilà. Et on vient de l'extrême-est d'Algérie, hein. C'est Delqala, exactement de la frontière algéro-tunisienne. On a fait tout le trajet, on est là depuis 2 jours pour participer au troc. La passion, elle vient de mon mari, de moi-même aussi. Donc on est sur les plantes depuis tout le temps, depuis qu'on est installé à la cale. Depuis une bonne vingtaine d'années, Voilà, une trentaine. On a commencé par une plante d'intérieur et on est sorti au jardin. Voilà. Qui jardine de vous deux? Alors, c'est monsieur Pour les travaux lourds, c'est moi. Hein? Transporter la terre, empoter, rempoter. Voilà. Bon, pour tout ce qui est scientifique. Planter, arroser, tout ça, c'est moi le... Non, je dirais c'est le chef d'orchestre et moi je suis l'instrumentiste. Hein? Tout à fait. Voilà. Et moi, d'habitude, quand j'achète des plantes, j'achète toujours des miniatures, des petites plantes. Je voudrais que quand je les plante, elles poussent chez moi, elles grandissent chez moi. Ah, elle les veut bébés. Je les veux bébés, carrément. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Enchanté, merci. Et on vous invite à visiter Qala, j'insiste. Avec plaisir. Voilà. Marhaba bikoum. Ok, allez. Enrichir sa collection, trouver la plante rare, découvrir de nouvelles variétés. C'est cette passion en commun qui anime tous ces visiteurs. Dans cet espace, il va s'agir essentiellement des plantes. On va commencer par dire bonjour à Mariam Moussaïd qui nous y a habitués. Bonjour. Ça va? Très bien. Bien. Très bien. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul sur le plateau puisque nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Khaled Fodil. Donc vous êtes chercheur universitaire et aussi président d'une association qui œuvre justement à la préservation de l'environnement, l'association Oxygène dont vous êtes le président également. Effectivement. Voilà. Si vous êtes parmi nous ce matin, c'est parce que vous êtes co-auteur aussi d'un livre très intéressant sur les plantes médicinales. Donc plantes médicinales, culture. Alors non, je ne vais pas écorcher le titre. Santé, culture et perspective. Ça va être très riche comme contenu, donc on va un petit peu découvrir avec vous ce matin. Mais avant, on va donner la parole aux dames. Donc dans Coin Vert, on va parler de l'avocat essentiellement. Oui, alors aujourd'hui on parle de l'avocat parce que c'est pas encore la pleine saison, mais c'est en fait le début. Les fruits commencent à arriver à maturité. Oui. Donc mais avant, j'ai promis aux téléspectateurs que vous diriez un mot par rapport à cette belle rencontre. Troc-plante, oui, on en avait parlé la dernière fois. Tout à fait. Si tu t'en souviens, donc j'avais un petit peu raconté. J'avais pas encore, le reportage n'était pas encore prêt. Donc là, comme on a pu le voir, ça a drainé beaucoup de monde, hein, beaucoup de passionnés, beaucoup de gens sont mordus quand même. Et comme on a pu le voir dans le reportage, donc le Covid a fait que énormément de gens se sont remis un petit peu, se sont intéressés à tout ce qui était plantes, que ce soit plantes d'intérieur juste pour la décoration ou alors potager, voilà. Et même aussi le potager, il y a plein de gens qui commencent comme ça aussi à exploiter certains endroits. S'ils ont un jardin, donc ils se mettent un petit peu au potager, essayer d'avoir quelques légumes soi-même. Et même aussi, je ne sais pas si notre invité partage mon avis, même les personnes qui habitent dans des immeubles,
immeubles et qui sont comme ça dans, on va dire, dans des habitations où ils n'ont pas de terrain, ils commencent aussi, on va dire, à prendre un petit peu les espaces qui sont à l'extérieur. Donc tous les espaces verts, des fois, qui sont comme ça incultes ou généralement il y a toujours un peu de déchets. Donc il y a beaucoup de gens, on peut même le voir aussi sur les réseaux sociaux, donc que ce soit du nettoyage ou même essayer de planter, que ce soit décoratif ou pourquoi pas peut-être des plantes médicinales. Hein. On revient souvent. Ce que je trouve aussi très beau et très intéressant, c'est que dans les cités, donc dans l'espace urbain, beaucoup de personnes se sont appropriées ces espaces et en ont fait un prétexte pour décorer. Pendant justement la pandémie, on a vu vraiment voilà, une multitude de jardins naître dans Exactement. les cités. Vous êtes d'accord avec nous? Oui, effectivement, c'est ce qu'on a constaté chez nous dans notre région, quoiqu'elle soit une région à caractère donc, rural, mais les gens qui habitent dans les villes, dans des agglomérations, en plein centre-ville, donc ils se sont donnés pour les potagers, pour des plantes, ainsi de suite, au niveau des balcons, des maisons à l'intérieur. Pourquoi? Voilà. Parce que on dit, bon, certes, la pandémie a causé beaucoup de désagréments, de décès, c'est-à-dire pour l'humanité, pour toute la population mondiale. Mais de l'autre côté, le côté positif, c'est que les gens, lorsqu'ils étaient emprisonnés en quelque sorte dans leur maison, ils ont cherché des passions, ils ont cherché à faire des choses. Et ça a donné le fruit de voilà, ces petites pépinières qui ont, plein de pépinières commencé à décorer des maisons, des balcons de nos bâtiments. Et même un esprit solidaire dans le quartier où vraiment on a planté partout. On a planté des arbres, des arbustes, des plantes à fleurs, des plantes à senteur. Et ça, je trouve que ça, c'est magnifique. Effectivement. Voilà. Donc les aromatiques aussi, il y a vraiment aussi un regard pour tout ce qui est embellit nos cités. Oui, ça a vraiment, on va dire, vraiment changé un petit peu de visage. Il y a beaucoup de cités, on connaît beaucoup de cités qui ont vraiment changé de visage. Il y a des arbres qui ont été plantés, des petits arbustes, comme vous l'avez dit, que ça soit fleuri ou non. Mais quand même, l'essentiel, c'est de planter. Pour moi, personnellement, que ça soit, on va dire, qu'on peut consommer ou qu'on ne peut pas consommer, mais même regarder, c'est déjà énorme. C'est déjà reposant pour l'esprit. Donc on a bien vu. Donc Troc Plante, ça nous donne un petit peu un échantillon de ce qui se passe, de l'intéressement, que ce soit des plus jeunes. Ce qui est très sympathique, c'est comme on a pu le voir dans le reportage, c'était des plus petits jusqu'aux plus âgés. Autrefois, c'était toujours les mamies, les mamans qui mettaient, on va dire, comme ça, la main dans la terre et qui aimaient jardiner. Mais là, vraiment, ça commence à être transmis aux plus petits et c'est vraiment la chose à faire. Intéressant à mettre dans les jardins, puisqu'on le voit, donc Stawali qui est une ville côtière, donc il très fertile, la terre de cette région, donc Boufari, et donc qui donne d'excellents résultats. Donc pourquoi ne pas le... C'est le titri, c'est ça, non? Voilà, exactement. Voilà, donc dans toute cette métidia qui s'étend comme ça. La métidia plutôt, et tout. Oui. Voilà. Et pourquoi ne pas le planter ici, puisque les résultats sont là, puisqu'il donne des fruits, il faut savoir. Il a même été commercialisé, donc voilà, quand on va sur les étals, on dit, voilà, ça c'est l'avocat algérien et ça c'est l'avocat importé. Importation locale, donc on a les deux. Pourquoi ne pas essayer de développer davantage? Bien sûr, bien entendu, parce qu'il faut savoir que quand même c'est un fruit de luxe, hein, il faut le dire déjà, on va dire. C'est un fruit exotique. Un fruit exotique et qui a énormément de bienfaits et qui est, on va dire, vraiment très très convoité et cher, hein, relativement cher, comparé à la banane, aux autres fruits qui sont, on va dire que le prix est relativement abordable, mais là quand même il reste relativement cher. Là c'est quand même très élevé comme prix, effectivement. Donc pourquoi ne pas le développer? Khaled Fodil, donc est-ce que vous avez réservé un petit espace à l'avocat dans cet ouvrage? Non. Parce qu'il n'est pas cité. Pourtant, il a beaucoup de vertus, mais bon, comme c'était énormément de plantes, parce que réellement, donc, nous avons des centaines de milliers d'espèces qu'on ne peut pas, c'est-à-dire mettre dans un ouvrage de 200 pages. Mais on a choisi donc 120 pour les utiliser. On s'est basé beaucoup plus. Donc l'idée est venue à travers le premier ouvrage de mon co-auteur, donc Jamal Guimesh, qui a essayé de développer une centaine des huiles essentielles issues des végétaux. Bien-être sanitaire était le titre du premier ouvrage coécrit justement avec Mohamed Mardi, donc un professeur universitaire, un peu comme vous. Voilà, lorsqu'il a commencé à commercialiser son livre, une grande partie de ses ventes ont été destinées à des actions écologiques et il nous a sollicité, on a travaillé ensemble. Donc joindre l'utile à l'agréable, lecture, culture et aussi action écologique, on a fait énormément de choses avec lui.
de reboisement. On a aussi animé des ateliers pour les enfants victimes des feux de forêt, parce que on sait bien qu'après la saison des feux de forêt, il y avait des enfants qui ont été traumatisés, qui ont vu des scènes peut-être choquantes. Très difficile, on a essayé d'animer, de faire des ateliers, de leur laisser des espaces pour s'exprimer, pour parler pour dépasser en quelque sorte ces images. Et aussi, donc, on a fait des acquisitions à travers donc les ventes. On a fait des acquisitions pour la bibliothèque dédiée à l'environnement au niveau de notre association. C'est à partir de là. C'est excellent cette initiative. Un auteur qui partage ses revenus avec une association qui œuvre pour l'environnement. C'est à mettre en relief. Et on a bénéficié donc. Un deuxième projet, c'est ce qui est en Tarvoma, donc les plantes médicinales. Qui est plantes médicinales, santé, culture et perspective. Présenté la semaine dernière déjà. Voilà, et on l'a lancé officiellement la semaine dernière. On a reçu donc un quota de notre éditeur et on va continuer dans la même démarche. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que déjà même aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, c'est une journée historique. Pourquoi? C'est à ce moment-là que se tient la COP27 au niveau de Sharm el-Sheikh, abrité par l'Égypte. Et il y a une centaine de chefs de l'État, de présidents de républiques, de nations, donc qui vont décider peut-être des choses positives pour notre planète. Parce qu'on vit dans un contexte de changement climatique, de la sécheresse. On vit en mois de novembre et on portait des représentants de la société civile algérienne sont présents à cette COP pour justement transmettre l'expérience algérienne. On va en parler dans un moment de ces changements climatiques et de leur impact sur les plantes médicinales et sur les plantes de manière générale, mais on va laisser quand même Mariam ici présente finir quand même sa présentation de l'avocat et de l'avocatier. Oui, moi ce que je vous propose c'est directement de voir le reportage. Donc c'est à Staouili, c'est dans une pépinière et on verra bien, comme je disais, je parlais de la taille des arbres qui est maintenant relativement pas importante. Ça à peu près, on va dire, la taille d'un citronnier, d'un oranger. Donc voilà, je pense que ça va inciter beaucoup de gens à le placer, à lui trouver une petite place dans le jardin. Et ça nous donnera matière à commenter juste après les images. Et c'est parti. Venu tout droit du Mexique, l'avocat a été consommé par les Mésoaméricains il y a plus de 8000 ans. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il arrive en Europe et il mettra plus de 300 ans avant de devenir un fruit planté et consommé dans le monde entier. L'avocat est un fruit original puisqu'il ne mûrit que lorsqu'il est détaché de l'arbre. Vert ou noir, sa particularité est de contenir de bonnes graisses insaturées et de la vitamine E. Comme tous les super aliments, l'avocat contient plein de bonnes choses, des vitamines, des minéraux, du potassium, de la vitamine B9, ainsi que des fibres. Petit inconvénient, étant un fruit exotique, son prix reste relativement très élevé. Alors, voilà une bonne raison de lui faire une petite place dans votre jardin puisqu'il s'épanouit à la perfection sous nos latitudes. Miam miam, j'ai envie d'une bonne salade d'avocat tout de suite là. Myriam, vous vous débrouillez, je veux ma salade d'avocat. C'est pas juste de nous montrer juste le fruit dans l'arbre. L'assiette, elle est où? C'est vrai qu'il est vraiment appétissant quand on le voit comme ça sur l'arbre. Oui, c'est un très très bon fruit. Donc il a toujours été appelé dans sa région le beurre du pauvre. Donc c'est vrai qu'il est très gras. Il est très gras, très riche. Oui, vraiment, c'est vraiment, on va presque dire un fruit miraculeux puisqu'il comporte énormément de bienfaits. Donc voilà, c'est pour ça. Il est très recommandé pendant les
diètes, il est très recommandé au quotidien, il est très recommandé. Oui. Ben voilà ma salade, elle est en photo. Ça y est. Ça nous donne faim. Hein. Faute de griffes, voilà. Donc voilà, comme on a pu le voir, il y a plusieurs variétés, mais il y a 3 grandes variétés qui sont plantées dans le monde entier. Et pourquoi je vous ai dit qu'il a eu énormément de succès, il faut savoir comme... Bon, monsieur le réalisateur, c'est bon, moi, j'en peux plus, là. Ça y est, elle va se lever. Donc, comme je disais, donc, il y a plusieurs variétés et il faut savoir qu'il s'est exporté à la perfection, puisque maintenant d'autres pays, mis à part le pays principal d'où il est originaire, sont on va dire les leaders mondiaux. Hein. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, d'autres pays aussi sont maintenant, on va dire, bien classés dans la production d'avocats. Pourquoi je dis pourquoi ne pas le planter là? Parce qu'on sait très bien, et vous le savez très bien, que les fruits exotiques, c'est vrai que c'est bon, ça nous fait plaisir de les avoir comme ça sous la main et tout, mais il faut savoir que l'impact carbone est énorme, que c'est des fruits qui viennent par bateau, c'est pas par avion, c'est vraiment, on va dire, des milliers de kilomètres qui parcourent pour arriver jusqu'à nos étals, et pour le bien de la planète, c'est pas vraiment recommandé. Conseillé. Donc voilà, conseillé. C'est pour ça que je dis pourquoi ne pas le faire ici, pourquoi ne pas l'avoir en plus grande quantité, puisque tout y est. Oui, il y a 2-3 décennies, la banane n'était pas cultivée. Aujourd'hui, la banane algérienne est partout dans les marchés. Exactement, et tout à fait. Elle pousse très bien. Pourtant, c'est aussi un fruit exotique qu'on a toujours importé. Et voilà, et ça pourrait être vraiment une belle alternative. Hein. Voilà, pourquoi pas, bien entendu, garder toujours. Hein. Je suis sûre que vous avez des positions bien précises à propos de essayer de garder, de cultiver, de développer ce qui est réellement à nous. C'est bien entendu, c'est ça d'abord la première chose à faire, la chose la plus raisonnable. Il faut être raisonnable maintenant. Si vous permettez, justement, oui, non seulement l'empreinte carbone, mais aussi importer une plante exotique et la planter dans notre écosystème, ça peut l'impacter, ça peut mettre fin à d'autres espèces. Parce que lorsqu'on plante c'est-à-dire une espèce, il y a tout un cortège d'herbes, de chaînes de carbone, ainsi de suite, des insectes, tout ça qui va développer autour de ça, et peut-être qui va impacter d'autres espèces qui sont endémiques, qui sont de notre territoire. D'accord, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment choisir l'espace. Non seulement choisir l'espace, mais c'est-à-dire parfois c'est très déconseillé de ramener une espèce qui n'est pas censée être là. Voilà. Mais c'est-à-dire juste à découvrir, c'est-à-dire à de petites quantités ou de nombre limité. À titre expérimental, et puis dans des espaces où il n'y a pas d'autres surfaces, ça peut déstabiliser tout un écosystème local. Il faut toujours faire appel à des professionnels, il faut que des études soient faites au préalable, c'est normal. Même par rapport à la banane, donc moi personnellement en tant qu'acteur écologiste, je suis contre. Pourquoi? Parce que la banane, dans son territoire, il consomme une quantité d'eau, c'est-à-dire qui est disponible sur son territoire. Mais en Algérie, lorsqu'on la plante à Adrar, elle est censée consommer presque 1200 mm. Ça veut dire qu'elle a besoin de précipitations, alors que le désert n'est pas censé être une région à forte précipitation. On a des précipitations de 50 à 150, alors que cette banane qu'on implante là-bas, elle a besoin de 1000 à 1200. D'où on compense cette quantité d'eau, c'est à travers les forages. Donc, on puise dans la nappe phréatique pour produire peut-être la facture de transport, de l'importation, il va être très moins par rapport à sa plantation au niveau national. Je retire ma remarque. C'est bon. Non, c'est vrai, des fois comme ça, on est là, on se dit on peut faire ce qu'on veut, mais en fait, non, il y a des règles à suivre. Il y a des règles, il y a des informations qu'il faut vraiment découvrir, et c'est un petit peu l'objectif de cette émission que nous faisons ce matin. Notre objectif est de découvrir toutes ces espèces, ou du moins voilà le contenu d'un livre qui en parle, donc qui pourrait être aussi une belle source pour toi, Myriam. Oui, effectivement. Oui. Voilà, parlons justement de la cible. Je vais sûrement. Voilà, qui cible, à qui s'adresse cet ouvrage scientifique essentiellement? Voilà, c'est un ouvrage scientifique, mais il est destiné à un large public parce qu'on a essayé d'adopter un style simple qui va être assimilé par une grande majorité du public, mais aussi du moment qu'on a
parlé sur 3 choses. On a parlé de l'écologie, des plantes qui sont rares, qui sont endémiques, qui sont de chez nous. Oui. Et il y a aussi des familles de plantes qui sont menacées, et qu'on a tiré la sonnette d'alarme à l'intérieur pour les protéger, pour créer des démarches. Aussi, on a parlé des usages ancestraux, traditionnels des plantes, parce que nous avons une culture vraiment, lorsqu'on a commencé à chercher, et même dans notre quotidien, pour chaque plante, vous avez cité l'avocat, vous avez dit c'est une plante miraculeuse. Moi, je dirais toutes les plantes sont miraculeuses. Vrai, juste à découvrir, c'est-à-dire leur composition chimique, leur valeur thérapeutique et leur usage dans notre cuisine, des arts culinaires, sur un plan nutritionnel. Ça sert à tout. La plante, il n'y a pas une plante qui a été créée par notre Dieu et qui ne sert pas à quelque chose. Oui, tout à fait. Mais ça demande ne serait-ce que pour les autres plantes. Ça a été l'objectif de cet ouvrage. Donc on a parlé du non scientifique de la plante, de ses vertus, de sa composition chimique, et aussi nous avons aussi ajouté le nom en darja, en dialecte algérien, et en tamazight. Donc c'est ça la valeur ajoutée de cet ouvrage. Et nous avons aussi recensé l'ensemble des usages traditionnels de chaque plante. Comment, pour quel c'est-à-dire motif il est utilisé, pour des infections, ou bien pour certaines maladies, ou bien pour traiter des plaies, des blessures, ainsi de suite. Ça a été donc l'objectif principal de cet ouvrage. Et dans le dernier chapitre, et ce qu'on a constaté, ça n'a pas été déjà traité, c'est le côté économique. Donc vous venez de souligner, c'est-à-dire l'importation, l'exportation et tout ça. Ici, on a développé, on a fait l'établissement du matrice SWOT, donc pour traiter les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'investissement et c'est-à-dire des plantes médicinales au territoire national. Quelles sont les forces pour développer cette culture et quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités par rapport. Donc les forces et les faiblesses sont à l'échelle locale, régionale, et les opportunités et les menaces sont à l'échelle donc internationale. On va parler sur les possibilités d'exportation. Est-ce que notre marché est capable, il a une capacité d'exporter, de développer. Mais malheureusement, c'est-à-dire par rapport à tout ça, nous avons souligné dans le premier chapitre des 5 facteurs qui impactent la biodiversité algérienne. Parmi ces facteurs, donc, nous avons les feux de forêt. Les feux de forêt, on a vécu donc, depuis des années, et ça s'aggrave au fil du temps. Donc, d'après les études, l'Algérie perd de 1 à 2% de son couvert végétal chaque année. Et c'est catastrophique. Et beaucoup d'espèces, malheureusement, moi personnellement, en 2019, j'ai fait une randonnée pédestre sur le mont de Sidi Jabr, donc dans la région de Béjaïa, Est. Et j'ai fait des photos pour des plantes, sur des plantes que j'ai retrouvées sur mon chemin. On les a partagés sur la page Facebook de notre association. Il y avait un cadre que je salue, du Parc national de Gouraya, qui a essayé de mettre, parce que c'est un botaniste, et là, il a fait l'ensemble de la description des plantes à l'exception de 3 ou 4. Il m'a dit peut-être ce sont des plantes rares. C'est ce que j'ai découvert après, lorsqu'on a commencé à faire la recherche bibliographique. Je tombe sur une recherche qui a été faite par Kizel et Senta, qui est un botaniste français qui a travaillé sur le territoire national pendant la période coloniale. Il faisait des recherches sur la flore algérienne et il a publié un article en 1962, c'est-à-dire juste pendant l'indépendance de l'Algérie. Il a cité la région dont j'ai visité, comme quoi qu'il dispose d'espèces rares. Et malheureusement, cette région a été incendiée l'année passée. Et je me sentais donc un sentiment de frustration, j'imagine. Effectivement, peut-être actuellement on perd des espèces rares avant même de les découvrir. Et c'est ça. Donc cet ouvrage, il vise à réouvrir le débat sur l'écologie, sur la biodiversité. Dans l'une des solutions, donc justement dans le volet économique justement de cet ouvrage, vous préconisez le développement durable Effectivement. À une échelle un peu plus locale, on dira, donc au niveau des villages, au niveau des petites agglomérations.
Effectivement, parce que lorsqu'on... Là où il y a déjà une tradition. Il y a déjà une culture, il y a déjà un patrimoine entier par rapport à l'usage traditionnel des plantes. Nos ancêtres, nos grandes-mères utilisaient déjà des plantes, même ça a été utilisé depuis des millénaires. Donc nous avons essayé de proposer des démarches de conservation de la biodiversité à l'échelle des montagnes, à l'échelle des villages ruraux, parce que même on a constaté parmi les facteurs aggravants, c'est la cueillette ou bien la collecte abusive, la collecte non réglementée, la collecte sauvage parfois. On arrive, des fois cette année, c'est un phénomène qu'on a constaté dans notre région, donc Derguena, Teskeriout et ses environs, donc la chaîne des Babor. Il y avait une élévation du prix du tim, donc Zaïtra. Ça coûte 1200 dinars. Et c'est tout le monde ils ont fermé des locaux de commerce pour aller chercher cette plante. Très demandé par les ménagères. Ça a été un ravage pour la région. On voyait des camionnettes qui commençaient à 2h du matin, donc avec des lampes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une concurrence. Vous imaginez un sac de 20 kilos. Donc, en même temps, la cueillette a commencé au mois de mai, alors que cette plante, elle est censée être cueillie en juillet, à partir du 15 juillet, et elle va déposer déjà ses graines. Voilà, donc monter en graines et tout. Fleurir. Voilà, donc elle va assurer son renouvellement biologique et elle va assurer sa reproduction. Mais si on l'arrache avec ses racines, sans la laisser déposer ses graines. Donc l'année passée, il y aura prochaine, on a essayé de mener des campagnes de sensibilisation, mais ça n'a pas, on ne peut pas arrêter des personnes. En tant qu'association Oxygène, vous avez travaillé là-dessus? Oui, on a fait, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation, on allait parler avec ces personnes et tout ça, mais ça n'a pas été facile. Ça demande parfois d'activer le volet répressif. Pourtant qu'il existe la loi sur l'environnement 03-01, si je me rappelle bien. Il y a des articles qui interdisent la cueillette sans autorisation. Mais cette loi n'est pas. En plus de ça, même le volet répressif, la loi date de 2003. Même les amendes qui sont imposées aux gens qui ne respectent, s'ils sont symboliques par rapport. Donc 2003, 2023, 2022, c'est rien. On déstabilise tout un territoire, on met en péril toute une biodiversité, et on est censé payer une amende symbolique de 10 000 dinars. Alors qu'une plante rare, ça coûte je ne sais pas combien. On ne peut pas l'estimer en dinars. C'est inestimable, effectivement. C'est inestimable. Lorsqu'on perd une plante, on perd tout un écosystème. Et ça qui va sûrement déstabiliser toute la région. Est-ce qu'on va dire que c'est la faute au Covid? Que toutes les ménagères se sont mises à utiliser des plantes très précieuses, le thym, l'origan, c'est vrai que les arbres a été le mauvais côté. Certaines plantes ont été comme ça mises en avant. Oui, c'est des plantes miraculeuses qui soignent, qui guérissent et tout. Et après, ça a fait que cet effet en chaîne, qu'après c'est une cueillette sauvage, c'est tout le monde s'y met. Voilà. Et, sans réfléchir, et les conséquences, comme vous dites, des fois les conséquences sont dévastatrices, irréversibles. Voilà, irréversibles, tout à fait. Oui, voilà. en tout cas, dans cet ouvrage, il est question justement de ces questions de danger qui planent autour de la planète tout entière, mais l'Algérie, cette zone justement en particulier. Donc, on a parlé des feux de forêt, on va parler peut-être des changements climatiques, la sécheresse aussi qui impacte aussi cette biodiversité en Algérie. Effectivement, donc une partie de l'ouvrage, donc dans le deuxième chapitre, on avait parlé sur ça aussi, parce qu'on vit, comme je viens de le souligner au début du plateau, donc en mois de novembre, on n'a pas encore reçu les précipitations, ce qui n'est pas normal. Alors que d'habitude, on reçoit déjà de grandes quantités à partir du mois de septembre. Et cette année, ça a été exceptionnel. Et malheureusement, c'est pas pour donner un scénario pessimiste, mais toutes les études disent que la Méditerranée sera un théâtre de l'impact des changements climatiques à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a le monde industrialisé qui produit, qui cause, qui déverse donc les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a un deuxième monde, c'est le monde sous-développé, ou bien le monde qui est en développement, qui assume les conséquences. En plus de ça, il n'a pas assez de moyens financiers, technologiques, scientifiques pour combattre. Malheureusement, dans la Convention de Paris en 2015, donc, il y avait une décision pour que les pays développés cotisent ou bien payent pour les pays sous-développés 100 milliards de dollars
chaque année pour aider ces populations, pour aider ces nations à se mettre pour combattre les effets des changements climatiques. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Espérons que cette COP 21. 27, cette COP 27 de Sharm el-Sheikh va apporter un plus pour l'humanité, mais ça reste toujours des scénarios pessimistes qui sont dans l'avenir. Déjà, même il y a le rapport des Nations Unies de 2020, il classe l'Algérie parmi les 25 pays africains qui seront menacés par le stress hydrique. Le stress hydrique, c'est le manque de précipitation, c'est la sécheresse, c'est l'avancée du désert, donc la désertification. Et le désert donc, du sud, les feux de forêt du nord et le manque de précipitation, on est censé de se préparer. Tous les acteurs de la société. La COP27, de par son organisation dans un pays africain, va permettre d'avoir justement de l'écoute quant aux problèmes, justement. Espérons bien. En plus, elle vient juste après le sommet des pays arabes. Espérons qu'il y aura des regroupements, c'est-à-dire continentaux. Il y a une réflexion commune autour de ça. Il y a une réflexion Espérons commune. bien. Déjà même, il y a un avantage, c'est que même la COP28 sera organisée aux Émirats. Donc ces deux sommets ils sont organisés dans un pays africain et arabe. Donc, espérons qu'ils vont apporter, c'est-à-dire les participants, les chefs de l'État qui vont apporter un plus, parce que on dit souvent, déjà même, c'est dit déjà par l'acteur américain de Hollywood, Clint Eastwood, il disait: tout le monde se pose la question sur la planète qu'on va laisser à nos enfants. Oui. Mais personne ne se pose la question sur les enfants qu'on va laisser à la planète. Donc la priorité pour sauver la planète, c'est de former une génération qui va protéger cette planète, qui va porter des valeurs de biodiversité, des valeurs de développement durable, des valeurs de l'humanisme, de l'universalisme, ainsi de suite. Mais si on continue de cette logique, donc on est censé, dans les années qui viennent, d'assumer des conséquences très C'est avec cet objectif en arrière-plan donc, que vous avez avancé, suivi un petit peu les idées de Jamal Ghemmache et vous vous êtes mis à deux pour les investigations. Vous avez sillonné le pays, mais vraiment sérieusement pour cet ouvrage. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile sur une année et demie, donc vous vous êtes déplacé. Vous avez été dans les foyers, connus, pas connus, etc. Oui. Essayez un petit peu de voir les zones où évoluent ces espèces, les 120 espèces que vous citez dans votre ouvrage. Effectivement, nous avons essayé de sillonner un grand nombre de régions dans notre pays. Moi, personnellement, je me suis déplacé à Adrar, Timimoun et sa région. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, du vieux, des foyers comme ça, qui utilisaient des herboristes aussi de la ville, qui utilisaient ces plantes. On s'est très bien discuté, nous ont parlé de leur usage et je me suis retrouvé dans une diversité non seulement biologique, mais aussi une diversité culturelle, parce que chaque région a ses propres utilisations de ces plantes. Même la plante du désert, même si elle peut être la même espèce, mais il n'a pas les mêmes caractéristiques, parce qu'il vit dans un autre environnement avec une température, une humidité et une précipitation, le sol, la qualité du sol. Donc même ces compositions chimiques, ils vont pas être les mêmes. Donc ça n'a pas été facile. Certes, aussi, l'ouvrage, il détient donc une recherche bibliographique. On a fait donc la lecture de nombreuses études, comme je viens de souligner, celle de Kizel, qui a travaillé beaucoup sur le territoire national, sur lequel j'invite tout le monde à lire des recherches qui ont été faites même pendant la période coloniale, parce qu'il y avait vraiment des spécialistes qui ont travaillé sur le territoire national. Malheureusement, aujourd'hui, la recherche en botanique algérienne, on ne va pas dire qu'elle est faible, mais qu'elle mérite, qu'elle soit à la hauteur de la richesse dont il dispose notre pays. Nous avons des centaines de milliers d'espèces, des centaines d'espèces endémiques qui n'existent qu'en Algérie. Oui. Ça me rappelle que Juba II avait cet esprit vraiment scientifique et qu'il écrivait énormément autour des plantes, les plantes qui existent dans notre pays. C'est pour cette raison. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a traité le volet culturel aussi, l'utilisation. Donc, ça parle de l'écologie, de l'aspect culturel et social et aussi de l'économie. Indirectement, c'est le développement durable. Lorsqu'on traite la plante de ces trois dimensions, ce sont les dimensions du développement durable.
espérons bien qu'on a réussi à faire un effort à la hauteur de cette biodiversité dont il dispose notre pays. Et j'insiste sur ce qu'on va continuer dans la même démarche. Une grande partie des ventes de cet ouvrage seront consacrées pour des actions écologiques, pour le reboisement, pour la récupération d'espaces forestiers qui ont été ravagés par les feux de forêt, pour la formation des enfants. C'est très important parce que même dans notre association, nous avons déjà un club de jeunes écolos pour lesquels ils ont donc une séance de samedi. Il y a toute une séance chaque samedi. Ils découvrent des notions et ils développent leurs connaissances. Et aussi, ils effectuent des sorties sur terrain. La dernière fois, le dernier samedi, ils ont visité le parc national de Gouraya, là où ils ont eu la chance de découvrir les musées de l'écologie, de la biodiversité, des différentes espèces faunistiques et floristiques dont il dispose notre parc national. Et aussi, donc cette semaine, ils vont visiter la centrale de production d'électricité par système hydraulique, c'est les énergies renouvelables, c'est tout ça. Donc si autour de ça, ces thématiques, on développe les connaissances de l'enfant, à travers le développement de ces connaissances, on va élever sa conscience, peut-être même lui-même, il va sensibiliser ses parents, indirectement à travers les connaissances dont il développe au niveau de l'association, il va impacter, déjà même on a eu des échos de la part des parents sur le changement de comportement de leurs enfants, c'est-à-dire ils insistent sur le compostage par exemple des déchets au niveau de la maison, le tri des déchets, ne pas faire du mal aux animaux, ne pas tuer des serpents, ainsi de suite. C'est des choses qu'ils ont appris au niveau de notre association et à partir de là, donc au bout de quelques mois, de quelques années, on sait bien que c'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail d'une semaine. Mais j'admire toutes les associations qui œuvrent dans ce sens. À Béjaïa, vous êtes nombreux à le faire, vous êtes de nombreuses, notamment l'association Nemla aussi qui fait un travail exceptionnel avec les clubs verts. Et qu'on salue justement de cette tribune. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Vous êtes co-auteur de cet ouvrage ô combien précieux, ouvrage scientifique, Plantes médicinales, santé, culture et perspectives. Et c'est signé Fodil Khaled ici présent, ainsi que Jamal Gamesh, qui nous regarde certainement. Donc il est assis face à sa télé, à qui on fait un grand coucou, lui qui était un petit peu à l'origine de cette initiative louable. Merci infiniment donc à Marie Moussaïd aussi d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre tout en sirotant leur café. Et puis voilà, bienvenue à Bonjour d'Algérie. Et tout de suite, on reste dans le sillage justement de la culture, du beau dans les espaces verts. Nous allons parler de paysagisme avec une exposition, très belle exposition qui a été abritée par Dar Abdeltif tout récemment. Exposition itinérante qui a fait pas mal d'escales et qui surprend aussi par la beauté des créations d'un artiste en particulier, un paysagiste, Kamel Ouafi. Et c'est parti. Cela fait plus de 30 ans que ce monsieur pense, imagine et crée des jardins, parcs et paysages. C'est l'un des architectes paysagistes les plus prolifiques du monde. Son nom, c'est Kamel Ouafi. Natif de Betna, à ses débuts, il est cartographe d'inventaire forestier. Cela éveilla son intérêt pour les plantes. Ensuite, il étudia le paysagisme à Berlin. Quand j'ai travaillé dans les Aurès, en tant que cartographe, j'ai fait des inventaires forestiers. Donc j'ai commencé un peu à découvrir les plantes, les arbres, j'ai commencé à découvrir les surfaces agricoles, les surfaces sèches, les surfaces vides. Et c'est comme ça que, quand on est cartographe, on travaille sur les différents thèmes de la topographie, mais aussi de ce qu'il y a sur la topographie. Et je me suis dit, si je fais d'autres études, ça sera pas l'architecture, parce que mon frère, il est architecte. Et Goltana, si je fais d'autres choses. Donc, je me suis dit, je vais devenir ingénieur de l'environnement. Mais ça ne m'a pas plu et donc j'ai découvert le paysagisme et j'ai trouvé que cela était très 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 intéressant pour moi. Fascination de la chorégraphie du paysage, l'Orient rencontre l'Occident, si proche et si lointain. Tel est l'intitulé de cette exposition qui retrace son parcours. Son objectif,
fusionner les formes d'expression artistique de l'Orient et de l'Occident, ce qu'il réussira à faire notamment dans le jardin islamique oriental à Berlin. Moi, j'ai toujours cherché à trouver une fusion entre les éléments d'Orient et Occident. Et quand vous gagnez un concours en Europe, vous avez une surface qui est déjà un paradis. Comment est-ce que vous allez faire un jardin dans cette surface qui puisse être lisible? C'est pas possible. Vous allez, il y a des arbres, il y a du vert, il y a du gazon, il y a des fleurs. Et si vous faites un jardin, personne ne va savoir que vous avez fait un jardin. Et moi, j'ai un peu expérimenté et j'ai commencé à dessiner des arabesques. Et je me suis inspiré dans ces arabesques des habits de mes sœurs, kaftan, de la broderie, des jardins, si vous voulez, de Hanovre, ou bien des jardins de Paris, de Versailles, qui ont beaucoup de broderies. Kamel El-Wafi est un architecte paysagiste dont le langage esthétique repose fortement sur l'ornemental et l'idée d'image. En ce sens, il voit un dialogue entre architecture et paysagisme. En tant qu'architecte, à partir du moment où on intervient sur des projets pour lesquels il y a un souci majeur qui est celui de s'intégrer à l'environnement et au paysage, donc forcément on compose tout à fait avec le paysage. C'est véritablement, ça incarne totalement, si vous voulez, sa personnalité et son talent. Et je peux vous dire une chose que, en tant qu'architecte, moi je considère que c'est une fierté pour nous. Une exposition magnifique qui ne fait que retracer justement l'aura de ce paysagiste, de cet architecte paysagiste. Et le plus important, c'est qu'on voit comment il a su exporter les richesses algériennes à travers le monde. On peut dire que Kamel El-Wafi est le paysagiste algérien derrière la beauté des jardins européens qui interpellent jeunes, vieux, femmes et hommes, comme l'atteste son épouse. Il a porté son expérience de peut-être jeunesse d'origine ornementale, des fleurs, des vêtements qu'elle avait su dans sa famille. Il a ramené toute cette richesse dans des projets d'architecture paysagiste dans les parcs. Par exemple, les haies, il y a des haies en forme arabesque, ou bien des pavimentations dans les espaces publics. Sachez que Kamel El-Wafi et son bureau ont réalisé de nombreux projets en Europe, en Algérie et au Moyen-Orient. On citera notamment les Jardins du Monde de l'Exposition universelle à Hanovre, le Jardin islamique et oriental à Berlin, la place de l'Opéra à Hanovre, la place de la Résistance au Luxembourg, les Jardins de la Mosquée Cheikh Zayed à Abu Dhabi et les Jardins du Monde à la Mecque, ainsi que le Jardin des Ibans à Biskra. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'art des jardins. Il a aussi cadré plusieurs étudiants dans les 4 coins du monde. Paris réussi pour ce magicien des jardins. Merci à Lamia Boudbouda pour ce portrait de Kamel El-Wafi, magicien des jardins. Nous allons sur notre dernière ligne droite et cette fois-ci on va parler de solutions innovantes, on va parler aussi de réflexion par rapport à la protection de nos données. Et justement à ce propos, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Radia Bouteba qui s'est penchée sur cette question et qui a même été donc sur le volet formation dans ce sens. Vous êtes la bienvenue. Merci et bonjour. Merci d'être là. Donc, vous êtes fondatrice et directrice d'une école de formation et puis également donc, d'un cabinet de conseil. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, directrice et fondatrice de l'école ERA. École des élites de la réflexion et de l'analyse, donc, et également fondatrice du cabinet ACCI qui est spécialisé dans le consulting. Voilà, donc on intervient au niveau des entreprises sur divers volets. Très voilà. Bien.
Nous avons aussi, Ahmed Rafesh qui est parmi nous ce matin. Il est, quant à lui, donc membre d'un club très actif et très dynamique au sein de l'École nationale polytechnique, l'IEC en l'occurrence. Bienvenue de représenter les autres membres du club qui sont peut-être assis à vous regarder ce matin. On leur fait un coucou. Exactement, très certainement. Ouais. Eh ben, il faudrait demander à l'un d'eux d'enregistrer, allez, entre-temps. Voilà. Donc on en profite. Et merci d'être là pour parler d'un événement. Donc on reviendra à vous, Radia, si vous le permettez. Le temps juste de connaître un petit peu l'évolution des choses par rapport à un événement très attendu dans ce milieu estudiantin. Vous êtes sur des réflexions communes, des solutions en engineering. Et donc là, c'est l'ICC qui se prépare en coulisses. Exactement. Voilà, qu'est-ce que l'ICC et à quoi vous travaillez donc actuellement ? Alors, d'accord. Alors, ICC, c'est le IEC Case Competition. C'est un événement d'études de cas. Ça va englober des participants, des équipes de participants composées de 4 personnes. Ils vont devoir résoudre une problématique d'entreprise. Cette problématique, elle nous a été proposée par un cabinet de conseil. Et puis voilà, ils devront trouver des solutions optimales pour surmonter cette problématique d'entreprise. Voilà. Très bien, donc ça s'est fait déjà de très belle manière sur 2 éditions et vous en êtes à la 3e actuellement. Exactement. Donc voilà, cette thématique concerne quel domaine d'activité cette année, ou est-ce qu'on peut... En vrai, cette problématique, elle va englober plusieurs domaines. Elle va concerner le marketing, les finances, la stratégie, la logistique. La problématique qu'on va proposer, elle va contenir tous ces axes. Et puis voilà, on cherche à donner une problématique complète pour mieux présenter pour que le challenge soit à la hauteur des espérances, effectivement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant, ces étudiants qui essaient déjà d'avoir un pied dans la vie économique. C'est super. C'est magnifique. Tout à l'heure, justement, on a eu l'occasion d'en discuter. Et d'ailleurs, il m'a fait une petite confidence, une petite peur. Il m'a dit que l'entrepreneuriat, c'est dur. J'ai dit non, il suffit juste de se lancer. Après, le marché algérien est un marché vierge et on est en plein mutation. D'accord. On s'oriente beaucoup vers l'entrepreneuriat. Il y a aussi la loi de l'investissement, relative à l'investissement. Donc moi, j'encourage les jeunes, surtout qu'il est dans un domaine très innovant, donc qui est en relation directe avec le sujet d'aujourd'hui, qui est la protection des données, c'est tout ce qui est data et tout ce qui s'ensuit, voilà. Absolument. Donc cette énergie, donc qui est au niveau de l'École nationale polytechnique, a déjà prouvé son efficacité lors des précédentes éditions. On va citer peut-être l'exemple de l'édition précédente. Donc c'était quel opérateur ou quelle entreprise qui avait vraiment bénéficié de vos solutions ? Bon, d'accord, je tiens à préciser que les problématiques qu'on présente à ICC, elles sont des problématiques fictives. Oui. Elles sont concrètes, elles sont tirées de situations qui se sont déjà réalisées pour d'autres entreprises, mais elles sont concrètement dans l'édition, elles sont fictives. Voilà. Alors, cette entreprise qu'on a proposée, c'était une entreprise dans le domaine agroalimentaire. Oui. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle devait faire ? Elle avait un problème, c'est que ces activités ici en Algérie, elles étaient beaucoup plus basées sur l'importation, ces produits, etc. ici en Algérie. Mais tout d'un coup, il y a le gouvernement qui voulait se diriger beaucoup plus vers le localisme, vers tout ce qui est local, produit national. Alors la problématique, c'était de dire aux participants faites adapter cette entreprise à cette décision du gouvernement. Voilà. En leur donnant plusieurs annexes, plusieurs outils. En incluant le local ou les produits locaux dans cette chaîne de production en particulier. Voilà, exactement. Voilà. Excellent. Donc il y a eu aussi dans l'édition précédente aussi intérêt par rapport aux solutions proposées par les étudiants. Lors de la première édition aussi, c'était très intéressant. Oui, voilà. Donc, on revient à cette édition. On est à la 3e édition, l'ICC reprend. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'ICC ? Donc, on va décortiquer un petit peu les 3 lettres, si vous le permettez. Alors, c'est IEC Case Competition. Oui, ça, c'est pour le club.
Non, ça c'est l'IEC. Voilà, le club c'est moi qui ai tout pour. Voilà, c'est le Industrial Engineers Club. Tout à fait. Et donc, il s'agit d'un challenge sur 2 étapes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Alors, il s'agit d'une compétition sur 2 tours. Le premier tour, le premier tour, c'est plutôt un tour qualificatif. On va avoir au début 12 équipes composées de 4 personnes chacune. Ils auront 36 heures pour pouvoir résoudre la problématique, pour proposer leurs solutions. Et puis à la fin, ils vont rendre des livrables. Et puis le jury qui va se réunir à la fin de ce premier tour, ils vont choisir 5 équipes pour le deuxième tour qui vont devoir présenter et convaincre les gens et les jurys de la faisabilité, de l'optimalité de leur solution. Voilà. Vous qui êtes étudiant en 4e année en génie industriel, Data Science and Intelligence, donc est-ce que ça vous exclut quand vous êtes dans l'organisation, ça vous exclut de la participation? Est-ce que vous participez à l'un des groupes? Non, je participe. Vous avez le droit de participer quand même? Oui, bien sûr. D'accord. Tous les membres actifs d'IEC, ils ont le droit d'y participer. Très bien. Voilà. Moi, j'avais peur que vous soyez exclus de par cette participation en coulisses à la préparation. Donc, de toute façon, toutes les données sont divulguées ou distribuées le jour J, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc tout est confidentiel, il n'y a pas lieu de tricher. Et donc, de toute façon, vous êtes mis à l'épreuve au moment idoine. Et dites-moi, donc, voilà, ça se prépare pour quelle date et quelle échéance, justement? Ça se prépare pour le 17, le 18 et le 19 novembre à la SAFEX. Très bien. Voilà. Et puis voilà, c'est ça. Voilà, bon vent, bonne chance à tous les participants. Donc, on viendra pour un rappel dans un petit instant, le temps de discuter un petit peu avec notre invitée, Radia Boteba, donc, qui est, elle, versée aussi dans les différentes solutions, qui s'adaptent un petit peu aux mutations de notre pays aussi. Vous aussi, vous faites pareil quelque part. Vous essayez d'être dans l'air du temps. Écoutez, on est dans une ère de digitalisation, donc il n'y a personne qui échappe. On doit passer par différents outils numériques. Donc, mais la question qui se pose lorsqu'on passe par ces outils-là, parce qu'en fait, on transmet des informations sur nous. Qui sont les gens qui traitent ces informations? Dans quel objectif, d'accord? Et comment sont traitées ces informations et que sont mes droits par rapport à ce traitement-là et cette collecte qui est faite à mon insu. Voilà. Donc, il y a eu la loi et la prolongation, bien que c'est toujours un sujet méconnu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de, de possibilités d'avoir des détails de tous les usagers, des détails sur leur goût, leur mode de consommation, la fréquence de consommation, centre d'intérêt, etc. Donc toutes ces informations sont assez accessibles de nos jours. Oui, c'est carrément un traçage. Un traçage qui permet de déterminer des profils, des orientations aussi. Donc, comme discutait déjà, c'est un sujet méconnu, bien que la loi a été promulguée, adoptée en 2018. D'accord, le 10 juin. C'est une loi, 2018. On va la nommer quand même, c'est une loi qui concerne la vie la protection des données à caractère personnel. Et pour être un peu plus explicite, c'est la protection de la vie privée des individus, c'est-à-dire la protection de nos vies, nous tous en fait, d'accord? Donc que ce soit en passant par le web ou en transmettant en fait des informations lors de nos actes quotidiens, d'accord? Donc cette loi est venue justement pour préserver la dignité de la personne, son intégrité physique, son intégrité aussi psychique, son honneur, parce que on a vu les dernières années, on balance tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc il était temps qu'on verrouille tout cela, d'accord? Donc la loi a été adoptée en 2018, mais elle n'était pas réellement applicable. Donc son application c'est à partir du 11 août 2022. Suite à l'installation des membres de l'autorité nationale.
Donc et là, les entreprises et les responsables, je dirais les responsables de traitement en général, ont une année pour se mettre en conformité. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des responsables des traitements, notamment les entreprises. Donc, en fait, cette loi, déjà, c'est quoi une donnée? Oui, voilà, c'est quoi cette loi, j'allais dire, et comment se fait cette mise à niveau, justement? Oui. En fait, déjà, il faut identifier les données personnelles à caractère personnel. C'est quoi? En fait, les données à caractère personnel, c'est toutes les données qui permettent de rendre une personne identifiable, qui permettent d'identifier une personne de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire arriver à la personne. D'accord? Donc, exemple, notre nom, notre prénom, les données biométriques, tels que les codes alphanumériques qu'on retrouve sur la carte nationale d'identité, sur la carte de sécurité sociale ou autre, la carte bancaire. Il y a aussi les données génétiques, telles que l'ADN. D'accord? Il y a aussi les particularités physiques et psychiques d'une personne à travers lesquelles on peut la reconnaître. En fait, tout ce qui permet d'identifier une personne. D'accord? Arriver à cette personne ou utiliser toutes les informations relatives à cette personne dans un cadre commercial ou dans un cadre frauduleux pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou autre de la personne. Donc, on a un droit de regard sur ce qui est fait en fait de toutes les informations qu'on transmet sur le web ou auprès de n'importe quelle entité. Très bien. Donc, cette loi, il est venue cadrer tout cela. En fait, définir les acteurs qui tournent autour de la notion de protection des données à caractère personnel, qui sont principalement 3 acteurs. On trouve les personnes concernées qui sont les individus, c'est nous tous en fait, et les responsables des traitements qui sont des entreprises, des personnes morales ou physiques, donc pour parler un langage un petit peu tard, c'est les entreprises, que ce soit publiques ou privées, et les personnes physiques aussi, parce qu'on a aussi des personnes qui traitent des données qui sont un statut fiscal de personne, un statut juridique de personne, de personne physique, ou bien une personne physique qui utilise une donnée, une information sur une autre personne en dehors du contexte domestique. Oui, dès que ça sort, on va dire, du contexte utilisation personnelle et domestique, ça devient, là, la personne commence à traiter une donnée une autre. C'est une atteinte à sa vie privée quelque part. Exactement. Voilà. Donc là, c'est les principaux, c'est les personnes concernées, c'est nous. Il y a aussi les responsables des traitements et toute personne se trouvant sous l'autorité du responsable du traitement. Exemple, dans une entreprise, c'est qui? C'est les employés. D'accord. Et tous les sous-traitants. D'accord. Donc on est venu, parfois les entreprises transfèrent des données à des sous-traitants. D'accord, ou héberge des données en externe. Donc tout ça, il faudrait cadrer tout ça et être sûr que le sous-traitant en fait bon usage. D'accord. Et qu'il se conforme à la finalité qui lui a été assignée. D'accord. La troisième personne, le troisième acteur, on va dire, qui gravit autour de cette loi, c'est l'autorité nationale. Donc les membres ont été nommés en mai 2022. Ils ont été installés le 11 août auprès de la Cour suprême d'Alger, le 11 août dernier. Donc on commence là, cela veut dire concrètement que les entreprises doivent se conformer et mettre des processus en interne. Et avant de mettre tous ces processus en interne, il faudrait instaurer une culture. Donc il faudrait vulgariser un peu la notion de protection des données. Et c'est ce que vous essayez de faire par le biais des formations que vous dispensez. Vous venez d'encadrer quelques groupes. Tout à fait, quelques groupes. Et je dirais, c'est des entreprises en fait qui ont déjà pris conscience de l'importance de la préservation de la vie personnelle. Donc effectivement, moi je ne dirais pas des formations, mais je dirais plus, on est dans la réflexion des journées d'études et de sensibilisation, parce qu'avant d'aller au process, avant d'aller à la conformité, il faudrait instaurer cette culture à l'intérieur de l'entreprise. Et je vous dis, tout le monde est concerné, tout le monde. On peut citer des exemples concrets comme ça pour que le téléspectateur puisse comprendre de quel type d'atteinte on parle et quelles sont
les droits qu'on pourrait revendiquer justement en tant que citoyen. Voilà, donc dans certaines entreprises, on va trouver qu'il y a une infirmerie, qu'il y a un médecin, d'accord? Donc il y a des données qui sont transmises, des informations dont ce médecin a accès. D'accord. Donc il transmet à l'administration une partie de ces données. Il faudrait que ces informations soient confidentielles. Et justement, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça, à ne pas confondre clause de confidentialité et protection des données, parce qu'on a tendance à confondre les deux sur le côté conformité, parce qu'en fait, la clause de confidentialité dans le contrat, c'est par rapport au process interne, aux informations relatives à l'entreprise. D'accord. La clause, je dirais, de confidentialité par rapport aux données personnelles, c'est de ne pas divulguer les informations relatives à la vie privée d'une personne. C'est complètement différent. On a tendance à ne pas faire la différence. Un exemple. Donc, le médecin reçoit des informations qu'on n'a pas forcément envie que tous nos collègues connaissent. Donc, on ne va pas crier sa vie privée sur tous les toits, effectivement. On va prendre l'essentiel, ce qui est utile pour l'administration. Voilà. Hormis le fait qu'il est tenu du secret professionnel et qu'il se doit de garder l'information pour lui. Donc, il y a d'autres dispositifs physiques à mettre en place, par exemple, tels que des murs, si je peux appeler ça non sonores. D'accord. C'est pour que l'information ne sorte pas. Éviter les imprimantes collectives dans les lieux de travail. Voilà, non, dans les lieux sensibles. Effectivement. Voilà. Avoir des déchiqueteuses. D'accord. Des informations dont je n'ai pas besoin, des documents dont je n'ai pas besoin, il n'y a pas lieu que je les garde. D'accord. Un exemple tout simple aussi. Même les bureaux avant de sortir. On ne peut pas, par exemple, les ressources humaines sont peut-être plus que d'autres impliquées dans ça. Donc, il faut que les bureaux, avant qu'on sorte, qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de documents relatifs à une personne qu'on laisse sur le bureau. Il faut visible sur le bureau. Ça, c'est la conformité physique, si on peut appeler ça. C'est s'assurer. Donc, pour revenir toujours à l'exemple, c'est-à-dire une personne... Par exemple, j'ai eu un exemple lors de l'une de mes interventions où la question m'a été posée. Il nous a dit, lors d'une formation, il y a l'administration qui est venue dire à tous les présents, les participants, que monsieur X est épileptique. Est-ce que tout le monde devrait savoir ça? D'accord. Et comment ça, on va porter préjudice à cette personne? D'accord. Ça va lui porter énormément préjudice sur le plan moral et ça peut aller bien au-delà de ça. Cette personne va peut-être postuler dans un poste, dans une entreprise où le RH ou l'un des participants y travaille. Donc il va dire attention, on a été informé que cette personne a des problèmes de santé, ce qui va réduire sa rentabilité, donc on préfère ne pas la recruter. Exemple. Donc, une personne qui a fait de la prison, on n'a pas à savoir si une personne peut-être à la fautée ou on ne sait pas, peut-être qu'elle a été innocente, on n'a pas à juger les gens, on n'a pas à savoir, parce que ça peut freiner sa vie sociale. D'accord ? Sans parler de l'impact psychologique sur cette personne. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... si, je comprends. Voilà. On a même parlé de l'état civil avec vous. Oui, on a parlé de l'état civil. Par exemple, si le casier judiciaire, je vais comparer les deux. Ces deux documents, le casier judiciaire, il y a un casier judiciaire qu'on dépose au niveau des administrations. Il y a un casier judiciaire qui est propre aux instances judiciaires. D'accord ? Donc, pourquoi ne pas faire la même chose par rapport aux extraits de naissance? Parce qu'en fait, l'exemple, je le donne parce qu'en fait, ça m'a été... En fait, c'était un exemple suite à la compréhension du concept qui m'a été donné par un participant également. Je trouve un extrait de naissance d'une femme qui s'est mariée 4 fois. Vous voyez, déjà, il a répété. Déjà, il y a des... Oui. Voilà, d'accord. Tout à fait. Donc, est-ce que cette information est nécessaire pour le recrutement de cette femme? Non. Ou un homme, les deux.
mais maintenant divorcés, on n'a pas à savoir. Donc, on peut aussi casser du sucre sur le dos des hommes. Exactement. Voilà, exactement. Donc, on ne va pas se mentir, on est dans une société où on fait beaucoup de jugement, effectivement. Voilà, que de jugements préjugés. Donc, la preuve, ça l'a impacté un petit peu, ça l'a interpellé, je dirais. Est-ce qu'on a besoin de cette information dans le cadre d'un recrutement? Et là, je reviens à la proportionnalité de la collecte de l'information qui est édictée par la loi. Hein. Donc, je vais revenir à ça. Donc, la loi nous dit de prendre ou de collecter que l'information dont on a besoin uniquement. D'accord. Voilà, pour bien. Une finalité qui est déterminée au préalable. La finalité ici, c'est le recrutement de ce monsieur ou de cette dame-là. Donc, est-ce que cette information est nécessaire? Non. D'accord. Donc, on doit minimiser la collecte de l'information et pourquoi pas instaurer un extrait de naissance. On va aller sur le même principe que le casier judiciaire. Aller sur la neutralité de la neutralité, oui. Et un extrait de naissance qui soit purement administratif et un autre pour des besoins bien spécifiques. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est un petit exemple. On y va aussi quand on va faire une assurance automobile, par exemple. Il me demande, moi, le passeport, l'extrait de naissance de ma maman, de mon père, de mon frère. On n'a pas besoin de prendre tout ça. Donc, il doit prendre que l'information qui lui a été destinée. Par la suite, cette information, elle va rester combien de temps chez lui? L'information ne doit pas rester indéfiniment chez le responsable de traitement. Mis à part ce qui est relatif vraiment à la situation d'accident ou de traitement. Voilà, là, ce qu'on appelle de l'assurance. En fait, on peut créer plusieurs bases, la base active, la base intermédiaire et la base d'archivage. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'était notre participation à la vulgarisation de ces notions de préservation de vie privée, donc qui font partie de votre cheval de bataille lors de vos formations. Tout à fait. Vous faites un effort d'introduire cette culture. C'est vrai qu'on a le droit, vous dites bien, si bien, on a le droit de refuser de décliner certaines informations. On va peut-être terminer sur cette idée. Exactement, de décliner ça et de savoir, le droit aussi de savoir que va faire en fait le responsable du traitement de ces informations et le droit à l'oubli aussi, c'est-à-dire définir une période de conservation et de stockage de la donnée. Voilà. Très bien. Merci infiniment pour cette participation. Donc, Rabia Bouteba, je rappelle que vous êtes formatrice, voilà, et vous êtes aussi fondatrice et directrice de l'école IRA pour des élites. Des élites de la réflexion et de l'analyse. Et de l'analyse, et aussi vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil. Vous avez donné 18 ans de votre vie dans différentes entreprises très connues. Et dans le domaine juridique, entre autres, donc ce qui nous a permis d'avoir votre expertise aujourd'hui et votre façon de vulgariser l'information autour de la préservation et de cette loi qui nous protège en Algérie par rapport aux données de notre vie privée. Exactement. Merci, données personnelles. Merci infiniment. Merci aussi à Ahmed Khafash, ici présent, donc membre de l'IEC, École Polytech d'Alger. Donc un appel rapidement parce qu'on arrive un appel pour la participation peut-être. D'accord, oui. Voilà. Bon, alors je tiens à inviter tous les étudiants des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs ou des universités d'Algérie pour participer, puisque le but d'ICC, c'est de faire inclure les étudiants dans le monde d'entreprise. Voilà, c'est ça mon appel. Voilà, c'est un challenge qui est lancé à partir du 17 novembre. C'est ça, donc l'appel à participation a déjà été lancé, j'imagine. Il va être lancé dans les prochains jours. Dans les prochains jours, parfait. Donc voilà, c'est en allant sur la page du club estudiantin IEC de l'école polytechnique que vous aurez tout le détail de ce challenge, de cette compétition qui est lancée à l'effet justement d'apporter des solutions innovantes à nos entreprises. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci aussi à ceux qui étaient avec nous. Merci pour votre intérêt et votre attention.
l'information ce matin. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée et pourquoi pas avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Donc ravi de vous avoir eu ce matin et je vous souhaite donc voilà une bonne journée. Puis je vous dis à demain, même heure, même chaîne pour l'information matinale. Au revoir.